bienvenue dans les capsules d'économie politique et de développement social. Des capsules produites par Benoît Prévost, responsable du master intervention et développement social de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Dans cette troisième capsule sur l'économie standard, nous allons à présent découvrir les processus productifs tels qu'ils sont décrits par l'économie néoclassique. Un producteur cherche à maximiser son profit. C'est la raison d'être de son activité du point de vue de la théorie économique. Le producteur est un acteur qui va combiner les facteurs de production pour les transformer en un produit qui sera destiné à la vente. Ce produit peut être un bien intermédiaire ou une machine, autrement dit un bien qui sera ensuite utilisé par d'autres pour produire d'autres biens, ou alors ce sera un bien de consommation finale directement acheté par les consommateurs. Le producteur doit donc initialement avoir la capacité à acheter les facteurs de production. Il doit donc soit avoir déjà accumulé de la monnaie au préalable, soit avoir la capacité d'en obtenir auprès d'autres acteurs qui vont lui prêter cette monnaie. Autrement dit, le producteur doit soit être déjà un capitaliste, soit inspirer la confiance à d'autres capitalistes ou à des banquiers pour qu'ils lui permettent de devenir à son tour un capitaliste. Nous y revenons dans une autre capsule. Le rôle du crédit et de la création monétaire est déterminant. Ceux qui contrôlent le crédit, autrement dit ceux qui contrôlent la création de monnaie, contrôlent également les moyens d'accéder au marché, qu'il s'agisse des marchés de facteurs de production ou des marchés de biens de consommation. Que le capital soit le sien ou qu'il l'emprunte, le producteur va s'en servir pour acheter tout ce qui lui permet de produire. Des matières premières, des biens intermédiaires, des machines, des bâtiments, etc. Il faut donc distinguer plusieurs types de facteurs de production. Il y a d'un côté les facteurs de production qui vont être épuisés au cours d'un cycle de production, les matières premières et les biens intermédiaires. Par exemple, pour fabriquer une table, il me faut du bois et des vis. On appelle ces biens, aujourd'hui, dans la comptabilité nationale, la consommation intermédiaire. Au XIXe siècle, on considère que ces biens font partie du capital circulant, puisque ce sont des biens de production, donc du capital, mais qui se transforment en d'autres biens. Il y a ensuite les facteurs de production qui vont être utilisés pendant plusieurs cycles de production. Les outils, les machines, les bâtiments, etc. Par exemple, pour fabriquer une table, il va falloir un marteau, une scie circulaire, une machine à bois. Autrement dit, des outils de production qui vont être utilisés pour fabriquer plusieurs tables. On appelle encore aujourd'hui ces biens du capital fixe. On distingue donc le capital fixe et le capital circulant. La plupart du temps, le producteur doit payer ces différentes formes de capital avant de lancer la production. Il faut donc qu'il fasse une avance. Enfin, il y a le travail. Pour Marx, le travail est une forme de capital, puisque dans une économie capitaliste, le travail n'est qu'une marchandise. Il n'est qu'un facteur de production parmi tous les autres, qui n'a de valeur qu'une fois intégré à un processus productif, donc à condition qu'il soit acheté par le capitaliste. Bien entendu, comme on le voit dans les capsules sur le marxisme, le travail est une marchandise comme les autres, mais en même temps très spécifique, puisque c'est la seule qui a la capacité à créer de la valeur. C'est un autre sujet. Ici, ce que Marx veut dire, et qui nous intéresse, c'est que, 1. Dans une économie capitaliste, on ne peut pas lancer la production sans capital. Autrement dit, celui qui n'a que son travail n'a rien tant qu'il n'a pas réussi à vendre son travail, qui lui permet d'avoir de la monnaie et d'aller ensuite sur les marchés de biens de consommation. Autrement dit, celui qui n'a que son travail et qui n'arrive pas à le vendre n'a que ses yeux pour pleurer en attendant de mourir de faim. Deuxièmement, le propre d'une économie capitaliste, c'est de transformer le travail en une simple marchandise. C'est le processus de marchandisation fictive du travail dont parle également Polanyi. Donc, transformation du travail en simple marchandise dont la valeur dépend de la volonté des capitalistes de l'acheter ou pas pour lancer la production. Le travail n'existe pas en tant que tel. Il n'existe qu'en tant qu'il devient facteur de production et donc, à ce titre, en tant qu'il devient une forme de capital qui n'appartient pas à celui qui travaille, mais qui appartient à celui qui achète le travail des autres. Mais traditionnellement, la théorie économique standard parle du travail comme d'une marchandise, et non pas
comme d'un capital. Ou alors, elle en parle en tant que capital humain appartenant à chacun et chacune. Ainsi, nous sommes en quelque sorte, toutes et tous, des capitalistes, puisque nous avons notre capital humain, à défaut d'un capital sonnant et trébuchant. Il relève alors de notre responsabilité individuelle de valoriser ce capital humain en faisant des études, en nous formant, en accumulant de l'expérience, des compétences, ce qui nous permet de faire fructifier nos capacités physiques et intellectuelles. Nous y reviendrons par la suite dans l'utilisation politique de la théorie néoclassique, de ce processus qui consiste à faire de chacun une sorte de capitaliste. Mais, pour le moment, revenons à la production. Pour simplifier, par la suite et conformément à l'économie standard, nous allons distinguer le capital, qui permet d'acheter du capital fixe et du capital circulant, et le travail. Le producteur va donc chercher à obtenir du capital et du travail sur les marchés du capital et du travail. Sa propre activité d'entrepreneur correspond d'ailleurs à du travail qui va s'ajouter à celui des salariés. On a donc le capital, grand K, qui est égal à capital fixe plus capital circulant, et le travail, qui est égal au travail des salariés plus le travail de l'entrepreneur. Le marché du capital est celui sur lequel se rencontrent ceux qui ont épargné de l'argent et qui sont prêts à le prêter à celles et ceux qui veulent l'investir dans la production. Notre producteur, une fois qu'il aura réussi à obtenir du capital et du travail, sera confronté à une contrainte technique qui correspond tout simplement à la manière de produire le bien dont il a identifié qu'il pourra être recherché par des acheteurs. Il n'y a aucune raison de produire un bien dont on n'est pas sûr de pouvoir le vendre. Cette contrainte technique s'appelle une fonction de production, qui exprime le rapport entre les quantités de facteurs de production, pour simplifier du capital K et du travail L, et un niveau de produit fini, QX. On a donc QX, la quantité produite, qui est égale à F de KL, une fonction technique de production. À cette contrainte technique s'ajoute bien sûr une contrainte de coût. Sachant que le capital doit être rémunéré sous la forme d'un intérêt, petit i ou PK, le prix de K, et le travail sous la forme d'un salaire, W ou PL. On aura alors une fonction de coût total qui lie le niveau de production à l'utilisation des facteurs de production nécessaires. Et cette fonction de coût total sera de la forme CT de QX égale PKK plus PLL. On additionne les quantités de capital et de travail multipliées par leur prix. Attention ici à des éléments importants. Nous avons dit que le producteur peut utiliser son propre capital, et donc il n'a pas forcément besoin d'emprunter et de payer un intérêt. Et on pourrait se dire à ce moment-là, le capital n'a pas de coût. En réalité, si. Utiliser son propre capital a un coût qu'on appelle coût d'opportunité. Le producteur pourrait en réalité décider de ne pas être producteur et de rester un rentier s'il dispose d'un capital. C'est-à-dire qu'il pourrait vivre du revenu de son capital qu'il prêterait à d'autres et qui, eux, auraient envie d'être producteurs. Notre producteur, qui ne serait donc plus un producteur, puisqu'il déciderait d'être rentier, de prêter son capital aux autres, toucherait alors un taux d'intérêt. On peut donc considérer que le taux d'intérêt est soit le prix qu'il faut payer pour emprunter du capital, soit le coût d'opportunité lié au fait d'utiliser soi-même son propre capital pour lancer une production. Ici, c'est intéressant parce que ça nous permet de distinguer deux types de capitalistes. D'une part, il y a ceux qui vont mettre en œuvre leur capital ou le capital emprunté à d'autres. Ce sont des capitalistes entrepreneurs. Et d'autre part, il y a ceux qui préfèrent prêter leur capital à d'autres, l'investir dans des entreprises qu'ils ne dirigent pas forcément eux-mêmes. Ici, par direction, j'entends l'implication par le travail dans une stratégie de développement et de mise en œuvre de processus de production. Et ça, ce sont des capitalistes rentiers. On les trouve dans la finance, dans l'immobilier, etc. Par la suite, on appellera rentiers les capitalistes qui ne travaillent pas, mais tirent des revenus de leur capital. Alors certes, dans la sphère politique et médiatique, ces rentiers ont bien des relais pour entretenir un discours expliquant qu'ils font beaucoup d'efforts et de sacrifices pour faire fructifier leur capital et que c'est vraiment très, 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 très dur d'être rentier. Nous verrons aussi par la suite qu'un rentier peut être un capitaliste qui a réussi à innover et à contrôler un marché. C'est le cas, par exemple, dans le secteur de l'informatique avec des entreprises comme Apple. On se retrouve alors avec des capitalistes qui captent des revenus qui sont liés spécifiquement à cette situation de domination et qu'on appelle la rente. Il suffit de voir par exemple le différentiel de prix
entre un téléphone Apple et n'importe quel autre téléphone fabriqué par des entreprises qui ne détiennent pas ce qu'on appelle ensuite un monopole. Cela renvoie aussi à l'idée que ces revenus, même s'ils sont liés éventuellement à un effort initial pour innover, ces revenus en réalité ne correspondent plus à un effort productif, mais simplement à une position dominante et de contrôle. Et c'est d'ailleurs l'une des clés fondamentales de compréhension du monde contemporain. Comment se structurent les positions de domination qui permettent à une classe de tirer des revenus de l'activité productive des autres, tout en restant elle-même, en réalité, une classe oisive. Une classe oisive qui, très régulièrement, déplore la déperdition de la valeur travail. Mais revenons à la formulation théorique et quelque peu abstraite et idéalisée de notre producteur capitaliste. Les producteurs sont confrontés à plusieurs types de choix, plus ou moins faciles en fonction des échelles temporelles auxquelles ils réfléchissent. Lorsqu'il démarre son activité, en observant les prix sur les marchés du bien qu'il va vendre, ici notre producteur va vendre un bien X, et les prix sur les marchés des facteurs de production qu'il va acheter. Son premier choix consiste alors à utiliser la technique de production qui va utiliser prioritairement le facteur de production le moins coûteux. On suppose donc qu'il y a un minimum de choix en la matière, en matière technique, et que le capitaliste peut préférer utiliser plus ou moins de travail ou plus ou moins de capital suivant la technique de production qu'il va utiliser, suivant aussi donc que le travail ou le capital sont plus ou moins chers. On parle par exemple de substitution du capital au travail lorsqu'on préfère utiliser plus de machines et moins de ressources humaines, et de substitution du travail au capital dans le cas contraire. Une fois ce choix réalisé, c'est-à-dire une fois que le producteur a décidé de la technique de production qui correspond le mieux à un moment donné aux différents éléments que sont le prix de vente de ce qu'il va produire et le prix de ce qu'il va devoir acheter pour produire, une fois que le capitaliste a fait ce choix, ses marges de manœuvre sont réduites pendant une certaine période. Cette période correspond au temps d'amortir l'investissement, par exemple en machines, ou le temps des contrats de travail passés avec les salariés, ce qui suppose une certaine rigidité à court et moyen terme. Autrement dit, à court et moyen terme, une fois qu'on a choisi une technique et donc une fonction de production, on ne peut plus en changer. Pour déterminer son niveau de production, le capitaliste producteur va faire un calcul simple. Il va comparer ce que lui coûte de produire une certaine quantité de X et ce que lui rapporte cette quantité de X, puisqu'il gagne un profit, qu'on appellera ici pi de Q, qui est égal à Px fois Qx, autrement dit les recettes, moins la fonction de coût, c'était Qx. Recette moins coût. Produire chaque nouvelle unité de bien X aura un coût supplémentaire, et puisque vous avez suivi la première capsule, vous vous en doutez, le coût supplémentaire lié à la production d'une unité supplémentaire de X sera appelé le coût marginal, Cm de X. Puisque cette unité supplémentaire apportera au producteur un revenu supplémentaire, qu'on appelle la recette marginale, mais qui, vous en doutez, sera juste égale au prix de vente. Je produis une unité de plus, quelle est ma recette supplémentaire ? C'est le prix de vente de cette unité supplémentaire. Autrement dit, la recette marginale est égale au prix unitaire du bien, et on peut partir très simplement du principe que le producteur augmente son profit tant que le prix de vente du bien X est supérieur au coût marginal de production du bien X. Autrement dit, la production va s'accroître tant que le coût marginal de production est inférieur au prix de vente. Le coût marginal est déterminé d'une part par la productivité des facteurs, d'autre part par leur prix. C'est plus précisément la productivité marginale des facteurs, QM, c'est-à-dire l'accroissement de production que l'on peut attendre de l'utilisation d'une unité supplémentaire de facteurs, qui est déterminante. Je leur dis, productivité marginale, j'augmente d'une unité la quantité de facteurs et je regarde ce qui se passe. Si j'augmente par exemple d'une unité ma quantité de capital, ou si j'augmente d'une unité ma quantité de travail, quelle est l'augmentation de production qui va en découler ? Cette productivité marginale est supposée décroissante pour les raisonnements de base de la théorie économique. C'est une hypothèse très discutable, et de fait très discutée, qui remonte à la seconde moitié du XVIIIe siècle et qui fut dans un premier temps appliquée à la production agricole. L'idée est la suivante. L'autre facteur étant fixe, par exemple, ici, on va fixer la quantité de capital à alpha unité. Donc,
l'autre facteur étant fixe, les variations de l'autre facteur conduisent certes à augmenter la production, mais à une augmentation qui est progressivement plus faible. Donc attention, productivité marginale des facteurs décroissantes signifie que la production augmente, mais de moins en moins. C'est ce qu'on voit très bien dans l'exemple que nous avons pris ici et le tableau qui vous est proposé. On fixe donc les quantités de capital à alpha, et ensuite, on fait varier les quantités de travail. Lorsque j'utilise une unité de travail, je produis 120. Lorsque j'utilise 2 unités de travail, je produis 250. On voit là que ma productivité marginale a d'abord augmenté. Nous y reviendrons dans une autre capsule. Cela fait partie des hypothèses de base. La productivité marginale augmente avant de décroître. C'est ce qu'on voit d'ailleurs à la 3e unité qu'on utilise de travail. On produit au total 370. Donc, on avait 120 de productivité marginale pour la première unité, 130 pour la deuxième, puisqu'on était passé de 120 à 250. On redescend à 120 pour la troisième. On passe de 250 à 370. Et on passe ensuite à 100 pour la 4e unité, puisqu'on le voit. Ma quantité de capital étant toujours fixée, lorsque j'augmente ma quantité de travail de 3 à 4, la production passe à 470. Autrement dit, elle n'augmente que de 100, etc. La tendance est donc, pour les économistes néoclassiques, à la décroissance de la productivité marginale. Ce qui n'empêche pas que dans les premières phases, on puisse avoir une augmentation, comme on vient de le dire. En fait, cette productivité marginale dépend également de la manière dont sont combinés les facteurs. Il se peut qu'en augmentant du même montant K et L, donc attention, à ce moment-là, on fait varier le capital en même temps que le travail. Donc il se peut que si on augmente du même montant K et L, on obtienne un accroissement plus que proportionnel de la production. On parle alors plutôt de rendement des facteurs que de productivité marginale et plus précisément de rendement d'échelle. La production augmente-t-elle plus vite ou moins vite ou proportionnellement à la quantité de facteurs utilisés? Pour le dire autrement et plus simplement, imaginons qu'on multiplie par 2 les quantités de capital et de travail. Est-ce que la production va être elle aussi multipliée par 2? On parlera de rendement constant. Est-ce qu'elle sera multipliée par plus de 2, par exemple par 3? On parlera alors de rendement croissant. Ou alors est-elle multipliée par moins de 2, par exemple 1,5, et à ce moment-là, on parle de rendement décroissant. Cela a une répercussion directe sur les coûts de production. Si les rendements sont décroissants, cela signifie que l'accroissement de production entraîne un accroissement plus que proportionnel des coûts. Autrement dit, pour doubler la production, il faut plus que doubler les facteurs, rendement décroissant. Pour doubler la production, je dois plus que doubler les facteurs, ce qui fait plus que doubler le coût total. Et donc, on va accroître le coût unitaire de production. On peut donc résumer ces résultats dans le tableau suivant. On le voit. Quand les rendements sont décroissants, la hausse du coût total est plus que proportionnelle, donc le coût unitaire est en hausse. Quand les rendements sont constants, la hausse du coût total est constante, le coût unitaire est stable. Et quand les rendements sont croissants, la hausse du coût total est moins que proportionnelle et le coût unitaire est en baisse. Et vous vous en doutez bien, les producteurs cherchent à trouver cette phase productive des rendements croissants qui leur permet d'augmenter la production plus vite que les facteurs et donc plus vite que le coût, ce qui leur permet de baisser le coût unitaire de ce qu'ils produisent et éventuellement soit de faire plus de profit. Ils produisent plus, ils vendent plus et leur coût unitaire a baissé, donc ils gagnent plus. Soit, c'est une autre stratégie, ils produisent plus, leur coût de production baisse, leur coût unitaire baisse, et donc ils peuvent faire baisser les prix pour accroître leur espace sur le marché, et donc potentiellement leur contrôle du marché. La nature des rendements d'échelle dépend des techniques utilisées, donc de la fonction de production. Mais un autre élément est essentiel si l'on se penche plus précisément sur l'évolution des coûts en fonction de l'échelle de production. Un élément déterminant, en effet, devient le poids des dépenses incompressibles auxquelles doit faire face un producteur. Par exemple, l'installation d'une usine et de machines dont il faut supporter le coût, quel que soit le niveau de production finalement décidé. Imaginez que vous vouliez vous lancer dans la production de voitures, vous allez devoir acheter une usine et des machines avant même que la première voiture soit sortie. Et finalement, quel que soit le nombre de voitures qui vont sortir de votre usine, vous devez amortir le coût de l'usine et des machines. Il faut donc distinguer des coûts fixes et des coûts variables. Les coûts fixes correspondent à court et moyen terme à l'ensemble des investissements de long terme, une usine, des machines, et à la main-d'œuvre indispensable à l'entretien de ces investissements, c'est-à-dire le coût de ce capital fixe. On vient de dire que les coûts fixes correspondent à court et moyen terme à l'ensemble des investissements de long terme.
Ici, je vous rappelle ce qu'on a dit précédemment, à savoir qu'à court et moyen terme, effectivement, le producteur ne peut plus modifier sa technique de production. Il a fait un choix, donc il a un niveau déterminé de capital à investir. Et dans ce capital à investir, il y a du capital fixe qui, lui, va être amorti sur le long terme. Les coûts variables correspondent à l'ensemble des dépenses liées au volume de production, c'est-à-dire, dans l'exemple qu'on a pris, le nombre de voitures qui vont sortir de l'usine. Pour produire ces voitures, il va falloir de la main-d'œuvre spécialisée dans la production de voitures, des matières premières, des pièces détachées, etc., etc. Il faut bien avoir en tête que plus la part des coûts fixes est élevée, plus on peut espérer des rendements d'échelle croissants. C'est ce qu'on voit très bien dans le tableau qui vous est présenté, qui encore une fois est un exemple totalement fictif. Imaginons qu'il faille investir pour produire des voitures ou toute autre chose 1 million d'euros et que le coût unitaire de chaque voiture soit de 10 000 euros. Eh bien, on voit que lorsque je ne produis aucune voiture, je reste avec un coût unitaire. Alors que je n'ai rien sorti, j'ai dû quand même dépenser mon million d'euros pour pouvoir installer mon usine et mes machines. Quand je produis une voiture, mon coût total est de 1 million, mes coûts fixes, plus 10 000, mon coût variable, donc 1 million, 10 000 euros. Et donc, ça fait très cher pour une voiture. Lorsque je produis ma deuxième voiture, je vais dépenser 1 million et 20 000 euros, donc coût total 1 million, 20 000 euros. Et si je le divise par deux, je descends à 510 000 euros le coût de chaque voiture, etc., etc. Autrement dit, on le voit, plus les coûts fixes sont élevés, plus les rendements d'échelle croissants sont intéressants pour le profit de l'entreprise. Alfred Marshall, dans un ouvrage de 1920, a noté qu'il était raisonnable de supposer que toute industrie connaît une évolution de ses rendements d'échelle et donc de ses coûts unitaires à mesure que sa production se développe. Dans un premier temps, les rendements d'échelle peuvent être croissants, notamment compte tenu des investissements initiaux et des dépenses incompressibles. Mais ils vont finir par stagner, devenir des rendements d'échelle constants, compte tenu de la baisse de la productivité marginale des facteurs. En fait, les gains de productivité liés à l'utilisation du capital fixe vont finir par s'essouffler avant, dans une troisième phase, de devenir décroissants, ce qui incite d'ailleurs en général les producteurs à faire de nouveaux investissements pour retrouver des rendements croissants. C'est le cas, par exemple, lorsqu'une unité de production, une usine, des machines, est arrivée à saturation. L'usine devient trop petite, la machine s'use, etc. Ou bien que l'expansion de la taille de la firme génère des surcoûts liés à l'organisation, la gestion et la coordination de la production, etc. Ce qui finit par générer des effets négatifs sur l'effet de la production. D'où l'ouverture, par exemple, d'une seconde usine, la recherche de machines plus performantes pour relancer la productivité, ou alors des innovations en matière d'organisation, de gestion, etc. Autrement dit, les producteurs cherchent en permanence à dépasser ce phénomène des trois phases, rendement d'échelle croissant, constant, décroissant, pour relancer de nouveaux cycles d'activité qui leur permettent de regagner en productivité pour faire à nouveau des bénéfices liés à des rendements d'échelle croissants. On peut donc dire que les rendements d'échelle croissants génèrent des économies d'échelle. Les coûts unitaires baissent au fur et à mesure que l'on produit plus. Et ces économies d'échelle s'épuisent progressivement avant de se transformer en déséconomies d'échelle. Schématiquement, on aurait donc des courbes de ce type, on le voit dans cette figure, des rendements de facteurs qui ont tendance à être croissants dans une première phase, puis qui arrivent à un maximum, puis qui deviennent décroissants, et une courbe totalement inverse de coûts unitaires qui baissent avant d'arriver à un minimum, puis de croître à nouveau. Le capitaliste producteur peut avoir deux grands types de stratégies. Soit il cherche à maximiser son profit, et auquel cas, il a intérêt à accroître le niveau de production tant que le coût marginal est inférieur ou égal au prix. En revanche, il peut chercher également à maximiser ses parts de marché, sans forcément maximiser son profit. Il a alors intérêt à accroître le niveau de production tant que le coût unitaire est inférieur ou égal au prix. Sans entrer dans le détail des calculs, on peut tout simplement tirer le principe suivant lequel l'offre s'accroît ou diminue lorsque le prix augmente ou baisse. L'offre, à l'inverse de la demande, est donc une fonction positive du prix. Plus les rendements d'échelle rendus possibles par des rendements croissants seront importants, et plus l'expansion du marché en volume
permet de réduire les prix de vente et donc d'élargir le marché à de nouveaux consommateurs dont le consentement à payer est en adéquation avec les nouveaux prix proposés. Voilà pour le producteur. Nous avons bouclé une nouvelle étape de notre compréhension de la théorie économique standard. Nous savons à présent comment les consommateurs et les producteurs font des choix, pour les uns de consommation, pour les autres de production. Nos consommateurs et nos producteurs ont en commun de chercher à maximiser leur intérêt personnel. Pour les consommateurs, c'est leur utilité de consommateur. Pour les producteurs, c'est leur revenu de producteur. Il nous reste donc à présent à comprendre comment se passe la rencontre de ces consommateurs et producteurs. Autrement dit, la rencontre entre la demande et l'offre. C'est le sujet du 4e épisode de notre série sur la théorie standard.